Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Public Sénat. Dans quelques instants, nous rejoindrons la cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris pour assister aux obsèques de Charles Pasqua, décédé lundi à l'âge de 88 ans. La messe de funérailles a commencé il y a 1 heure à peine ce matin, en présence, outre la famille bien sûr, de très nombreuses personnalités du monde politique. Vous voyez ces images tournées il y a quelques minutes de l'entrée de la dépouille de Charles Pasqua dans cette cathédrale aux armées. À l'issue de cette cérémonie religieuse qui se veut d'abord familiale, qui se veut d'abord intime, nous entendrons plusieurs prises de parole, dont celle de Gérard Larcher, le président du Sénat, Henri Guénaud, le député des Yvelines, et d'abord celle de Pierre Monzani. Il fut directeur de cabinet de Charles Pasqua et je vous propose de l'écouter tout de suite, des prises de parole publiques. Voilà, Pierre Monzani, l'ancien directeur de cabinet de Charles Pasqua. Notre-Dame, la France, et le général de Gaulle, qui l'a incarné, méritait seul qu'il s'inclinât, ici-bas, comme aujourd'hui nous nous inclinons devant lui. La France, il l'a servie sans relâche, contre l'occupant, puis en développant une grande société industrielle française, puis en 6 grands présidents de conseil général, en 6 grands parlementaires, en 6 grands ministres. Cette force du caractère et de l'âme, impressionnés au sens propre, amis et ennemis, Français et étrangers, compagnons et adversaires. Charles Pasqua rayonnait dans ces chairs Hauts-de-Seine qu'il a façonnées à son image, visionnaire et audacieuse, comme en métropole, outre-mer, en Europe et sur tous les continents. Homme de culture, oh oui, un Normalien était pleinement heureux à ses côtés. Il avait une insatiable curiosité d'apprendre et de connaître, et terminait des dîners avec des prix Nobel ou des grands universitaires à des heures avancées de la nuit. L'heure était aussi tardive quand il quittait ses collègues parlementaires ou ses chers militants. Il faisait si bien son métier d'homme. Il aimait la France, il aimait la vie, mais il était prêt à sacrifier sans une hésitation la seconde, la vie, à la première, la France. Le sacrifice était chez lui une évidence tranquille. Un mot, enfin, est à bannir quand on pense à Charles Pasqua. Jamais, malgré les épreuves si lourdes, il ne fut aigri. Ni les attaques, ni les blessures, ni les coups bas n'eurent prise sur lui. Son honneur, le vrai, le sien, jamais ne fut atteint. Ni la décadence des comportements, ni les trahisons, ni le rétrécissement des attitudes n'eurent de prise sur son optimisme en la France. Depuis toujours et jusqu'à la mort, il avait renoncé au renoncement. Il était persuadé que les circonstances et, hélas, la tragédie française s'ouvre à nouveau devant nous, referait une génération digne de la France, comme celle de ses compagnons de la France libre. Avec lui, cette génération historique qui préférait un général de brigade à titre temporaire et condamné à mort par contumace à un maréchal chef de l'État, celle qui préférait le risque au confort, celle qui préférait la liberté à la carrière, achève de s'éteindre. Pourtant, après lui, d'autres compagnons se lèveront et feront face pour que toujours soit l'éternité de la France. Une page grande et belle de l'histoire de France se tourne. C'est la page de Charles Pasqua. C'est la page de votre mari, chère madame, que vous avez écrite avec lui. Le livre n'est pas terminé. À nous et à nos enfants et aux enfants de nos enfants, dans cette chaîne charnelle qui fait la France, la lourde tâche de faire face au péril, hélas, sans lui.
l'exigeant devoir d'écrire la suite du grand roman national, l'ardente obligation de continuer son combat. Face à notre chagrin et dans les épreuves à venir, mes chers amis, mes chers compagnons, comme il aimait à dire, haut les cœurs, vive la mémoire de Charles Pasqua, vive la République, vive la France. Charles Pasqua est mort. Comment y croire? Je me souviens, c'était il y a quelques années, à Marseille, une université d'été des jeunes de l'UMP. Il entre dans la salle, non loin de moi, un jeune militant dit à ceux qui l'entouraient « Regardez, la légende est là. Légende dorée pour ceux qui l'aimaient, légende noire pour ceux qui le détestaient. » Nous nous recueillons aujourd'hui devant le cercueil d'une légende. Il disait, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Il les aimait, et moi je l'aimais. En politique, on admire parfois, on estime de temps en temps, on aime rarement. Je l'aimais. Beaucoup de gens l'aimaient, les petites gens surtout. Charles Pasqua est mort. Comment y croire? Il prenait une telle place dans la vie de ceux qui croisaient sa route que le vide qu'il y laisse est impensable. Charles Pasqua est mort. Comment y croire? Compagnon des jours de gloire et parfois d'infortune, ceux qui le suivaient, ceux qui le combattaient, tous étaient marqués par son empreinte. Cet homme était la vie, cet homme était le midi, le soleil sur la mer. Cet homme était le visage d'un pays fraternel et chaleureux. Il connaissait par cœur le roman national et les 1001 raisons pour lesquelles la France peut être aimée. Charles Pasqua est mort. Comment y croire? Cet homme semblait éternel. Il savait réveiller en chacun, au plus profond du désarroi, cette part de France que portent les femmes et les hommes de ce pays et dont tous les résistants pensent qu'elle ne peut pas mourir. Cet homme était la résistance, celle qui commence à 15 ans et qui dure toute une vie. Les politiciens ne l'ont pas épargné parce qu'ils n'ont jamais compris ce que pouvait signifier le mot résistance, eux qui marchandent tout. Comment le politicien qui dit toujours oui pouvait-il comprendre le résistant qui un jour a dit non? Charles Pasqua est mort. Comment le croire? Il y avait un mot qui pour cet homme comptait plus que les autres. Ce mot, c'était le mot honneur. Il a été souvent trahi, il n'a jamais trahi. Question d'honneur. Il connaissait tous les secrets de la République. Il n'en révéla aucun pour se défendre lorsqu'il fut attaqué. Question d'honneur. Dans la difficulté, il était toujours là, pour ses amis comme pour ses adversaires. Question d'honneur. Lorsqu'il nommait les préfets ou les directeurs, il choisissait la compétence, non l'étiquette politique. Question d'honneur. On ne l'aurait pas vu refuser les honneurs militaires à un ancien ministre d'État, médaillé de la Résistance et de la France libre. Question d'honneur. Charles Pasqua est mort. Comment le croire? L'écho des colères homériques et des immenses éclats de rire de Charles Pasqua et de Philippe Séguin résonne encore dans les têtes de beaucoup d'entre nous. Mais les grandes voix qui parlaient au peuple français et qui dérangeaient tant de monde se sont tues. Terrible silence dont ne peut sortir qu'un grand malheur. Il le pressentait, c'est pour cela sans doute qu'il parlait si haut. Qui donc demain pourra encore jeter à la face des Timorés le mot magnifique dont ils avaient fait le mot d'ordre de leur campagne du non au traité de Maastricht en 1992, « Liberté, je chéris ton nom », écriait Noën. Charles Pasqua est mort. Comment le croire? Comment croire que nous n'entendrons plus cet accent formidable
qui, avant d'être celui du Sud, était celui d'une sincérité si rare en politique. Comment croire que cette politique, pleine de bruit, de rire et de fureur, comment croire que cette politique charnelle, qui se faisait avec le cœur et avec les tripes, comme le prolongement naturel d'un combat où tant d'hommes et de femmes étaient morts pour que la France vive, comment croire que cette politique, pour laquelle la raison d'État était sacrée, la France était sacrée, et l'amour que l'on portait à sa patrie était le même que l'amour que l'on portait à ses enfants, et il était sacré. On l'accusait de diplomatie parallèle et d'être peu regardant sur les moyens. Il l'était, en effet, quand il s'agissait de sauver une vie ou de défendre l'honneur de la France. Mais personne ne l'a jamais vu accomplir un acte dont la France put avoir honte. André et Françoise Pasqua ont appelé leur fils Charles, signe du destin. De toute ma vie, dira-t-il, je n'ai été inconditionnel qu'une seule fois. Ce fut du général de Gaulle. Il n'était pas de droite, il n'était pas de gauche, il n'était pas du centre, il n'était pas d'un parti, il était gaulliste. Le général avait dit « La France, ce n'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, la France, c'est tous les Français ». Et Charles Pasqua disait « Si être de droite, c'est être pour l'ordre et pour l'autorité, alors je suis de droite. Et si être pour la justice sociale, c'est être de gauche, alors je suis de gauche. » Tel était Charles Pasqua, fils de gardien de la paix, devenu ministre de l'Intérieur, toujours au premier rang du combat politique, de Gaulle encore, la vie est un combat, mais rêvant du rassemblement du peuple français, fidèle à son pays plus qu'à son parti, fidèle à sa jeunesse, fidèle à ses amitiés, fidèle à sa famille, à sa femme, fidèle à ses convictions, et dont on a étouffé la voix au soir de sa vie parce qu'elle dérangeait trop de gens. Charles Pasqua est mort. Comment le croire? Il a reçu bien des coups, mais c'est un coup du sort, celui qui lui a pris son fils, qui lui a été fatal. Madame, il vous aimait comme rarement un homme aime une femme. À vous, à vos petits-enfants, Alexandre et Philippe, à vos proches, je veux dire que toutes mes pensées sont avec vous dans ce moment de douleur. Charles Pasqua m'a honoré de son amitié. Vous m'avez fait l'honneur de me permettre de dire ces quelques mots devant son cercueil, enveloppé de ce drapeau qu'il chérissait tant. Du fond du cœur, je veux vous en remercier. Charles Pasqua est mort. Comment le croire? Une légende ne meurt pas. Il aimait Napoléon, De Gaulle et Victor Hugo. Il connaissait par cœur des vers, des centaines de vers, et peut-être ceci. Que peu de temps suffit pour changer toute chose. Nature au front serein, comme vous oubliez. Et comme vous brisez, dans vos métamorphoses, les fils mystérieux où nos cœurs sont liés. Quand notre âme, en rêvant, descend dans nos entrailles, comme quelqu'un qui cherche en tenant une lampe, loin des objets réels, loin du monde, elle arrive à pas lents, par une obscure rampe, jusqu'au fond désolé du gouffre intérieur. Et là, dans cette nuit qu'aucun rayon n'étoile, l'âme en un repli sombre, où tout semble finir, sans quelque chose encore palpiter sous un voile, c'est toi qui dors dans l'ombre, ô sacré souvenir. Non, une légende ne meurt pas toute seule. Elle ne meurt que parce que l'on oublie de la transmettre. Croyants et non-croyants, prions pour que nul n'oublie et pour que la race des résistants ne s'éteigne jamais. Monsieur le représentant personnel de Monsieur le Président de la République,
Madame la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec les parlements, Messieurs les premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le défenseur des droits, mes chers collègues parlementaires, mes chers collègues élus, Monsieur le Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le gouverneur des Invalides, mon général, à qui j'exprime une gratitude particulière, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs mes chers compagnons, chère Madame Pasqua, cher Alexandre, cher Philippe, et vous tous qui êtes autour de la famille. Monseigneur, Père, nous sommes rassemblés à Saint-Louis des Invalides pour honorer la mémoire de Charles Pasqua, partager la peine de son épouse, celle de ses petits-fils et la tristesse de ses compagnons. Lui, le combattant, lui, le croyant, n'aurait pas aimé entendre un discours sans espérance, même si nos cœurs sont remplis de larmes. Lui qui s'est toujours tenu debout face à l'ennemi, face à l'adversité, et tout récemment face au plus terrible drame qu'un père puisse vivre. C'est à l'âme du combattant que je m'adresse. François Mauriac écrivait « Sous la couche épaisse de nos actes, notre âme d'enfant demeure inchangée, l'âme échappe au temps. » Et à quelques pas du tombeau de Napoléon, rien ne distingue vraiment ce matin l'homme qui repose devant nous de cet à peine adolescent de 11 ans, qui en 1938 arborait sur sa chemise le fameux serment de Bastia, serment signifiant l'attachement indéfectible à la France pour des Corses qui se savaient menacés alors par les prétentions territoriales de Mussolini. Ce serment, il le répétera sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. Rien ne distingue l'homme qui repose devant nous du jeune résistant d'à peine 16 ans, qui, dans les maquis au-dessus de Grasse, sous le nom de guerre de prairie, risquait sa vie lors de missions de renseignement. Gaulliste dans la guerre, il le restera dans la paix toute sa vie. Ce sont les idées incarnées par le général de Gaulle qui ont façonné son existence au service de cette certaine idée de la France et des autres. Il y est resté fidèle jusqu'à son dernier souffle. Il déclarait « Le général de Gaulle a été pour moi un héros mythique, à l'instar des héros grecs de l'Antiquité. Je lui ai donné ma foi et ne l'ai jamais reprise. Cette foi, quelles que soient les fonctions qu'il a exercées, ne l'a jamais quittée. 1947, il rejoint le Rassemblement du peuple français fondé par le général de Gaulle. Et Charles Pasqua aimait à dire « On ne comprend rien de moi si on ne comprend pas que je suis un militant ». À la même époque, lui, l'homme de terrain, retrouve au fond un esprit de combat pour, aux côtés de Paul Ricard, faire une très grande entreprise française dont il deviendra le numéro 2 20 ans après. Au fond, toutes ces expériences, c'est ce lien indéfectible entre lui et le peuple. C'est l'amour de la France qui le conduit à reprendre le combat en 1968 face aux libertaristes, face à ceux qui veulent abattre la Ve République. Le gaulliste qu'il est contribue alors à l'organisation de l'immense manifestation sur les Champs-Élysées autour d'André Malraux, de Michel Debré, celle qui marquera la fin des événements de mai et le sursaut de la République. Le mois suivant, il est élu à Clichy-le-Valois sous l'étiquette UDR. Il siège au Conseil général des Hauts-de-Seine à partir de 1970. Il en deviendra le président. Et ce département sera toujours très cher à son cœur. Il écrit aussi « Le départ du général
pas plus que sa disparition, ne nous a libérés de notre engagement. Nous sommes restés, car le gaullisme, c'est le service de la France, c'est le service de la nation. Il va accompagner l'ascension politique de Jacques Chirac, à la tête du mouvement gaulliste d'abord, puis à la fondation du Rassemblement pour la République. C'est le 25 septembre 1977 qu'il rejoint notre Haute Assemblée, sénateur des Hauts-de-Seine. Président du groupe du Rassemblement pour la République à partir de 1981, il usera à partir de cette date de tous les moyens institutionnels que parfois nous oublions pour être au cœur des débats. Souvenons-nous, l'audiovisuel, la liberté scolaire, la loi électorale, la Nouvelle-Calédonie, Nouméa et Bastia. Séduisant ses collègues par la rigueur et souvent la justesse truculente de ses propos, il deviendra le leader de la majorité sénatoriale et fera, avec Alain Poher, qui aurait présumé de cela, de la Haute Assemblée, un pôle de résistance. Charles Pasqua sera ici, pour le RPR, allié à l'UDF, l'un des artisans de la victoire des élections municipales de 1983, puis des élections législatives de 1986. Ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Jacques Chirac, Premier ministre, il met en œuvre une politique inspirée des valeurs qu'il porte, mettant l'accent sur l'unité nationale, l'identité française et l'ordre républicain. Et je voudrais rappeler ce qu'il disait à la tribune du Sénat, au moment où il proposait de rétablir le scrutin majoritaire, à méditer car c'est un texte d'hier pour aujourd'hui et demain. Et j'ai besoin de rappeler que le système majoritaire, indissociable des institutions de la Ve République, est un mode de scrutin simple, clair et juste, qu'il affranchit les électeurs de la tutelle des partis en leur permettant de désigner eux-mêmes le député qui les représentera à l'Assemblée nationale. Les sujets qu'il pointait alors sont toujours d'actualité. Ce n'est pas un homme du passé. Oui, il pointait, il imaginait, il y a 30 ans, des dangers auxquels la France est aujourd'hui confrontée. Ainsi, par la présentation de plusieurs textes qui concernent la question migratoire, la lutte contre le terrorisme, il marque, et chacun s'en souvient, de son empreinte, le ministère de l'Intérieur. Lui, le combattant qu'il est demeuré, déclare la guerre à action directe. Lui, le visionnaire, lance l'idée d'un plan Marshall pour l'Afrique, estimant que son développement était humainement et économiquement nécessaire si nous voulions éviter une forte pression migratoire dans les décennies à venir. Il reprend cette idée du développement de l'Afrique en y engageant son département, les Hauts-de-Seine. Toujours visionnaire, il lance l'idée de primaire qui permet la désignation de candidats aux élections présidentielles. Après son passage au gouvernement, à nouveau sénateur, à nouveau président du groupe gaulliste, où Roger Romani lui cède avec une grande élégance la présidence. Oui, ce groupe qu'il anime avec autorité et convivialité dans cet esprit de compagnonnage. Il va, là aussi, proposer un certain nombre de textes touchant à la sécurité et à la justice. En 1990, lors des Assises nationales du Rassemblement pour la République, il présente avec Philippe Séguin une motion intitulée « Un nouveau rassemblement pour la France ». Ce combat les pousse à dire non au traité de Maastricht, à s'engager en faveur d'une Europe respectueuse des nations et des peuples. Et la campagne du référendum, pour ceux qui l'ont partagé, était une aventure exceptionnelle. J'en ai bien le souvenir. Dans une tribune prémonitoire, Charles Pasqua écrit « C'est bien là que réside le formidable irréalisme de l'euro sur le long terme. Est-il réaliste de postuler qu'une convergence des politiques économiques, sociales, fiscales va désormais se produire pour toujours entre les Finlandais et les Grecs, entre les Allemands et les Français, entre les Irlandais et les Italiens ?» Charles Pasqua est à nouveau ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Édouard Balladur, Premier ministre. Il fait voter un projet relatif à la maîtrise de l'immigration et à la tribune du Sénat,
Il déclare, c'était le 6 juillet 1993, la France bannit pour toujours la xénophobie et le racisme. Mais la France est aussi un pays qui entend garder la maîtrise de son identité. Elle entend définir par elle-même la situation, la qualité et l'origine de ceux qui seront associés à la communauté nationale dans l'esprit des valeurs de la République. Fin de citation. Toujours engagé, souvenons-nous, l'arrestation du terroriste Carlos, la neutralisation en décembre 1994 sur l'aéroport de Marseille du commando du GIA qui avait détourné un Airbus parti d'Alger. Février 1995, j'allais dire déjà, il révèle les opérations d'espionnage menées en France par la CIA. Il fait alors expulser le chef de la station de la CIA et plusieurs autres agents sous couverture diplomatique. Il est l'artisan de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le concept de pays, il évoque déjà les risques de désertification. Et il déclare là aussi au Sénat, nous avons ainsi rétabli l'égalité des chances, tout en étant conscients qu'il fallait aussi enclencher le processus de développement local et donner un sérieux coup de rein en faveur des zones les plus écartées de tout espoir, qu'elles soient rurales ou urbaines. Député au Parlement européen, il est président du groupe Union pour l'Europe des Nations durant toute une législature. C'est vrai, il se bat avec détermination contre le traité constitutionnel en 2005 que les Français rejettent. Je reviens à ces valeurs fondamentales. Chez nous, le patriotisme était un principe si peu discuté qu'on pouvait le croire inné, écrit-il. Aucune de ces divergences, de ces débats, parfois extrêmement vivants, et certains d'entre nous en ont le souvenir, ne le conduisit à rompre vraiment les liens quasi charnels qu'il avait tissés au cours du temps avec sa famille politique, celle de ses compagnons. Ce lien, il l'entretenait avec les Français, quelles que soient leurs opinions. Et je crois que les Français portaient sur lui un regard à la fois respectueux et tendre. Nous qui l'avons connu, et plus particulièrement au Sénat, nous le savions sous une apparence parfois un peu rugueuse, pétri de gentillesse, d'humanité, attentif à nos peines personnelles comme à nos joies, attentif à ses collaborateurs qui ont toujours eu pour lui un attachement sans limite. Et puis, il y eut ces derniers jours, nous l'avions vu au congrès fondateur des Républicains, mais le 23 juin, Monsieur le Président de l'Amicale gaulliste, il était à nos côtés au Sénat. Et voilà qu'il était intervenu dans un débat sur l'éducation face à l'exposé d'un jeune normalien, professeur de 58 ans, son cadet, qui venait d'éditer un ouvrage. Et ce soir-là, on le regardait avec reconnaissance et respect. Il nous transmettait une fois encore son courage, son âme de combattant. Personnellement, je lui dois beaucoup. Il a appris à ne jamais renoncer. Il m'a montré combien il fallait s'engager pour notre haute assemblée. Lui qui, sans doute, comme moi, jeune militant, avait fait campagne en 1969 pour une autre assemblée. Il a tracé une route, celle d'un combattant exigeant au service de notre pays. Jamais, à aucun moment de son histoire, on n'a remis la France debout, on ne l'a tirée du danger autrement que par l'État. C'est ce qu'écrivait le général de Gaulle. Cet État, cher Charles Pasqua, qui est là devant nous, recouvert de ses couleurs tricolores. Oui, cher Charles Pasqua, vous avez été un de ses plus grands serviteurs. Vous avez été, de cette France, un de ses grands défenseurs. À vous, chère Madame Pasqua, à vous, ses petits-enfants, sa famille, je veux dire nos pensées émues, mais je sais que vous porterez dans vos mémoires, dans votre héritage, parce que c'est un héritage en partage. Il vous appartient, mais il appartient aussi à la France et aux générations à venir. Merci.
Je vous invite à clore cette célébration et ce partage de témoignages avec ce chant du Salve Regina. Vous pouvez chanter avec nous si vous connaissez le corse, et donc vous avez la traduction, et auquel, je le rappelais tout à l'heure, s'était associé il y a quelques jours ici même dans cette cathédrale Charles Pasqua. Voilà, viennent de s'achever dans cette cathédrale aux armées, dans cette cathédrale Saint-Louis des Invalides, cette cérémonie consacrée à Charles Pasqua. Vous avez entendu Pierre Manzoni, son ancien directeur de cabinet du département des Hauts-de-Seine, Henri Guénaud, très ému dans son long discours, et puis Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a dépeint, qui a décrit la carrière extrêmement protéiforme, en particulier carrière politique, carrière parlementaire, carrière ministérielle de l'ancien ministre de l'Intérieur, de l'ancien sénateur. Vous l'avez entendu, cette cérémonie qui avait commencé à 10 h ce matin, en présence bien entendu de la famille du défunt. Il s'agissait avant tout d'une cérémonie familiale, d'une cérémonie intime, mais bien entendu une cérémonie publique aussi, avec ces prises de parole des trois orateurs que vous venez d'entendre. Michael Zamès, vous êtes avec nous sur ce plateau et je vous en remercie. Finalement, on a entendu ces exposés de ces trois orateurs, Henri Guénaud, Gérard Larcher, Pierre Manzoni. Finalement, à quel Charles Pasqua est-il rendu hommage aujourd'hui? On a l'impression d'un homme politique presque oublié. C'est vrai que Charles Pasqua était un homme politique populaire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il a été rappelé toute sa carrière, vous l'avez dit, notamment par Gérard Larcher, ancien sénateur, ministre. Mais sa fin de carrière politique a peut-être été un petit peu abîmée par les questions d'affaires, on y reviendra certainement un petit peu plus tard. Non, là, aujourd'hui, on a affaire au grand résistant, ça a été rappelé tout au long des discours, ce grognard du gaullisme. Dès ses premières armes, c'est-à-dire que son père, qui était entraîné dans le gaullisme et qui était un grand résistant, était un fervent gaulliste, ancien policier, il a suivi la carrière du père, finalement, presque un petit peu. Lui qui est devenu le premier flic de France, il faut le rappeler aussi. C'est un peu à ces trois facettes qu'on a rendu hommage ce matin pour cet hommage notamment à Charles Pasqua. Charles Pasqua, le gaulliste, c'est un mot qui est revenu souvent dans la parole des orateurs tout à l'heure. Et j'allais dire, plus que le gaulliste, le militant gaulliste du début jusqu'à la fin de sa carrière. Par exemple, au tout récent congrès fondateur des Républicains, en présence de Nicolas Sarkozy et de l'ensemble de la famille gaulliste, eh bien Charles Pasqua était au premier rang, vous y étiez. Oui, et c'est vrai, et c'est Gérard Larcher qui l'a rappelé, il n'a pas fait jusqu'au bout de sa phrase. Il disait, Charles Pasqua, on ne comprend rien de moi si on ne comprend pas que je suis d'abord un militant, ça Gérard Larcher l'a expliqué, mais la deuxième phrase qu'il n'a pas dit, c'est dans les mémoires de Charles Pasqua, si on ne me comprend pas, si on ne comprend pas que je suis d'abord aussi un homme de guerre. Charles Pasqua est né pendant la guerre, il a subi cela, il a voulu résister, et aujourd'hui, c'est un peu de cela auquel on rend hommage aussi. Et c'est là aussi où les hommes politiques qui ont rendu hommage ces derniers temps à Charles Pasqua ont voulu rendre hommage à cette personne qui s'est impliquée dans la résistance. Alors, vous l'avez dit, c'est vrai, il s'est déplacé, il était extrêmement fatigué. J'ai eu l'occasion de pouvoir l'interviewer à ce moment-là. C'était au mois de juin, au mois de mai dernier, quand a eu la naissance de ce parti, les Républicains. Et c'est vrai qu'on voyait dans ses yeux un homme fatigué. Mais au moment de l'interviewer, au moment où je lui demandais cette naissance des Républicains, pour vous qui avez tout connu du gaullisme, qui avez fait la naissance du RPR avec Jacques Chirac, et même bien avant, il me disait l'essentiel, c'est que la famille soit rassemblée. Et il y avait toujours ce sentiment de Charles Pasqua pour que cette famille résiste aux problèmes internes et qu'elle reste rassemblée. Alors vous le voyez, la dépouille mortelle de Charles Pasqua va quitter maintenant cette cathédrale aux armées, cette cathédrale des Invalides. Je vous rappelle que l'ancien ministre, l'ancien sénateur sera inhumé dans sa ville natale, Grasse, dans les Alpes-Maritimes, lundi, en présence bien entendu de sa famille. Vous l'avez évoqué, hein, Michael Zamès, ces multiples facettes de la carrière de Charles Pasqua. Un Charles Pasqua fin, extrêmement fin politique aussi, un stratège, un tacticien qui a été jusqu'à être amené à se brouiller parfois avec
quelques-uns de ses Oui, compagnons, bien entendu, quelques-uns mais vous savez, ça date pas. de ses amis. Mais l'amitié, elle restait là. Elle restait là parce que c'était un homme fidèle, et puis c'est vrai qu'il avait cet accent méridional qui lui permettait aussi d'une certaine faconde, d'une certaine amitié. Et quand il vous voyait, quand il vous serrait la main, on voyait un petit peu dans cet œil qu'il vous regardait de la tête aux pieds, qu'il vous scannait presque. C'est limite s'il ne vous demandait pas vos papiers, ou encore qu'il vous demande, j'ai des informations sur vous. C'était souvent sous le ton de la rigolade. Mais il faisait rire, il faisait peur, il faisait rire, il faisait peur aussi dans ses amitiés, dans ses proches. Vous vous rappelez, c'était en 1974, il avait essayé de faire monter Valéry Giscard d'Estaing à l'époque contre Jacques Chaban-Delmas, ce qui avait permis à Jacques Chirac plus tard de devenir Premier ministre. Ça, c'était l'un de ses premiers faits d'armes. Et puis après, évidemment, en 1994, il lâche Jacques Chirac. Il va rejoindre Édouard Balladur en tant que Premier ministre. Et là, il y a une forme de traversée du désert. Les amitiés se coupent un petit peu. Et puis finalement, il se rabiboche et puis il redevient ministre de l'Intérieur. Voilà, vous le voyez, Charles Pasqua, sa dépouille quitte actuellement, sort de cette cathédrale des Invalides. La cérémonie maintenant est close. On a déjà évoqué ce ministre de l'Intérieur par 2 fois, Charles Pasqua, avec des phrases qui ont fait bouche. Des phrases qui ont porté, il faut terroriser les terroristes. À l'époque du GIA, on a entendu l'évocation de l'affaire de l'Airbus d'Alger. On a peut-être moins entendu les faces un peu sombres. Je pense à l'affaire Maliko Sekine pendant les grandes manifestations étudiantes d'il y a maintenant 30 ans. Enfin, tout ça pour dire que c'était un ministre de l'Intérieur sans concession. Oui, c'est vrai que quand il était ministre de l'Intérieur, il y a eu des lois aussi très fortes sur l'immigration qui ont coupé un petit peu la population. Et c'est vrai que c'était le premier à se saisir de ce thème-là, l'immigration, et de le porter et de dire très franchement les choses. Et cette loi immigration de Charles Pasqua avait à l'époque fait un scandale, que ce soit à gauche et notamment aussi une partie de la droite qui s'était un petit peu scindée, mais il avait appliqué cette loi très forte. Et puis il y a eu aussi, vous l'avez rappelé, toutes les affaires de terrorisme à l'époque, que ça date notamment de 1994 avec l'histoire de l'avion Airbus, de cette prise d'otage qu'il avait gérée. Et les gens se rappellent surtout de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, l'homme fort, l'homme au discours fort. Et il y a eu quelques phrases célèbres de Charles Pasqua, je ne résiste pas quand même à vous en donner une ou deux, parce que c'est vrai qu'elles sont quand même restées aussi dans les annales politiques. Pour le Sénat, pour ce qui nous concerne, au Sénat, on empoisonne avec le sourire. Quand on est emmerdé par une affaire, et je le cite, permettez-moi, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Et là, vous avez aussi un petit peu du Charles Pasqua. Ça, c'était le grand tacticien politique qui était Charles Pasqua. Un Charles Pasqua visionnaire également. Ce mot, on l'a entendu dans la bouche de Gérard Larcher tout à l'heure dans ses propos. Visionnaire sur énormément de terrain. Il y a un aspect de Charles Pasqua qu'on oublie parfois, ça a été un grand aménageur du territoire. En tout cas, il a été ministre de l'aménagement du territoire à une époque où cette idée était véritablement solide, peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui. On parlait déjà à l'époque des déserts ruraux, par exemple. Mais à l'époque, on l'avait accusé, était en première ligne. On l'avait accusé de prendre ses ciseaux et de redécouper la carte électorale et d'en faire un petit peu de l'approprier. Mais il y avait autre chose derrière. Il y avait une vraie envie de réformer la France. C'était quelque chose qui était déjà présent à son esprit. Alors peut-être qu'on verra à la lumière de l'histoire, on regardera peut-être différemment l'action de Charles Pasqua, que ce soit en tant que ministre de l'aménagement du territoire ou ministre de l'Intérieur, même si déjà l'histoire est passée. Mais quand on se penche un petit peu sur ses mémoires, il est revenu là-dessus, que ce soit sur son histoire personnelle, de la résistance, jusqu'à son action en tant que ministre de l'aménagement du territoire et cette envie de réformer la France, car il était assez clairvoyant aussi sur ce qui se passait, notamment en France. Cette question des départements aussi qui est encore centrale aujourd'hui. Bien sûr. Michael, je vous arrête un instant. On va retourner aux Invalides où on va retrouver Sophie Normand-Couturier qui se trouve dans la grande place des Invalides, entourée certainement des très nombreuses personnalités politiques de tous bords qui ont assisté à cette messe à la mémoire de Charles Pasqua. Oui, vous le voyez sans doute derrière moi à l'image, la famille de Charles Pasqua qui vient tout juste de quitter la cathédrale Saint-Louis des Invalides, la cathédrale qui était remplie de beaucoup de monde. Ce matin, beaucoup de monde venu rendre un dernier hommage à Charles Pasqua. On a vu 2 membres du gouvernement, Jean-Marie Le Guen et Marie-Lise Lebranchu. Le chef de l'État, François Hollande, lui, était représenté par son directeur de cabinet. Beaucoup de sénateurs aussi. Le Sénat où Charles Pasqua a effectué son dernier mandat avant de mettre un terme à sa vie politique. C'était en 2011. On a donc aperçu
Les sénateurs Bruno Retailleau, Isabelle Debré, Roger Carucci, Serge Dassault aussi a fait le déplacement. Des personnalités de droite aussi qui ont tenu à être présentes ce matin. 3 anciens premiers ministres, François Fillon, Alain Juppé et Édouard Balladur, dont Charles Pasqua fut le ministre de l'Intérieur. Alors la liste est assez longue, mais on a aperçu quelques Chiraciens comme Michel Alliot-Marie. Puis il y avait aussi Christian Jacob, Brice Hortefeux ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet, ainsi que le couple Balkany. Des personnalités de gauche aussi, avec la présence très remarquée de Roland Dumas. Charles Pasqua va maintenant être inhumé lundi prochain à Grasse, sa ville natale, dans le caveau familial où repose son fils unique, disparu en février dernier. Merci beaucoup Sophie Normand-Couturier. Alors il y a un mot qui est également revenu. On se souvient de ces images, c'est il y a quelques jours à l'Assemblée nationale où Manuel Valls, le Premier ministre socialiste, a réussi à faire lever les bancs socialistes pour applaudir Charles Pasqua. Et tout ça pour applaudir autour d'une notion qui est celui de la République. C'est-à-dire que Charles Pasqua, toute sa vie, toute sa carrière politique, a été un républicain. Il s'en réclamait de cette République. Absolument, c'est vrai qu'il avait une aversion pour Jean-Marie Le Pen, patron du Front National, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des valeurs peut-être un peu communes avec cette droite, exactement. Mais il y avait une valeur très importante pour Charles Pasqua, c'est la laïcité. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il rejoint aussi Manuel Valls, qui lui aussi a cette foi chevillée au cœur sur la laïcité. Il y avait la passion pour le drapeau français également, pour les valeurs, pour notamment les militaires français. Il y avait cette passion pour la police, pour les militaires, tout ce qui touchait évidemment à ces grandes valeurs de la nation. Républicain, vous l'avez dit, bien évidemment, ça a été depuis son enfance, parce qu'il a été élevé dans cette culture du gaullisme et cette culture de la République, bien évidemment. Et du coup, c'est vrai que ça transparaît sur toute la carrière politique de Charles Pasqua. Et c'est peut-être aussi pour cela que les personnalités politiques lui rendent hommage aujourd'hui, parce que cette valeur de la République, elle est peut-être un petit peu perdue. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'une partie, j'allais dire, des enfants politiques de Charles Pasqua sont présents en ce moment même sur ces images que vous voyez de la cour des Invalides. La pensée de Charles Pasqua, son impulsion, son ardeur. J'aperçois là, par exemple, le député maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati. Il y en a d'autres. On a cité Roger Carucci. Il y a eu ces fameux Pasqua Boys oui, puis qui on en a ont beaucoup conquis, parlé. ville après ville, son département, son fief, celui des Hauts-de-Seine. Ah oui, qui n'a pas entendu parler des Hauts-de-Seine, du 92 ? 92, c'est le fief de Charles Pasqua pendant plus de 30 ans. C'est vrai qu'il a repris tout cela en main. Alors c'est vrai qu'il y a eu peut-être des affaires, peut-être des histoires, ça on ne s'en doute pas un seul instant, mais il y a eu des naissances. Oui. Naissances de ces enfants politiques. Et vous parliez aussi de Patrick Devedjian, de Patrick Balkany. Mais il y en a un qu'on oublie aussi, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il faut se rappeler un petit peu d'histoire. Nicolas Sarkozy prend la mairie de Neuilly. Il avait 28 ans. Il avait 28 ans. Qui était à l'époque maire de Neuilly ? Charles Pasqua. Voilà, ça dit un petit peu aussi toute l'histoire de cette relation entre Nicolas Sarkozy et Charles Pasqua. Ça donne aussi toute l'histoire un petit peu de ce département du 92, département le plus riche de France, il faut le rappeler. Il en a fait un département phare pour toute la logistique française dont on peut appeler dans les départements. Et c'est vrai qu'il voulait faire un département pilote de ce 92. Y compris dans l'aménagement du territoire départemental. Et pour les familles, et pour les enfants, et pour un certain nombre de personnes, et notamment dans des questions d'habitation et d'habitat très importants, d'environnement, parce qu'il était aussi très attaché à cela. Le 92, c'est toute une histoire. C'est vrai qu'il y a eu de nombreux ouvrages qui ont été écrits sur ce département, parce qu'il y a eu aussi, quand même, il faut le rappeler, des affaires. Et ça, il ne faut pas négliger cet aspect-là. La fin de vie de Charles Pasqua a été émaillée d'affaires. Il est passé aussi devant un certain nombre de tribunaux. Il y a eu des condamnations, notamment une avec prison avec sursis pour ce qu'on appelle la Sofrémie. La Sofrémie, c'était une société d'exploitation de matériel, de systèmes, de militaires, de police. Tout ça a été vraiment un peu étrange et presque marquant sur cette fin de carrière. Et c'est peut-être pour cela aussi que Charles Pasqua avait été un petit peu oublié, c'est ce que je disais un petit peu en préambule, alors que là, on l'a vu, l'action du ministre Charles Pasqua, l'action de Pasqua le résistant, reste quand même une notion forte et aussi c'est pour cela qu'il y a eu cet hommage aujourd'hui aux Invalides. Il y a un mot qui est apparu dans le discours d'Henri Guénaud, le député des Yvelines tout à l'heure, c'est le mot de légende. Est-ce qu'on aujourd'hui, Charles Pasqua, avec ses obsèques que nous voyons en direct, eh bien, prend toute cette dimension d'homme légendaire, d'homme politique légendaire. Oui, il restera comme une voix, une figure de la politique française, sans nul doute, de par son action, de par cette loi, cette fameuse loi, et puis de par ses déclarations, bien évidemment.
il restera aussi comme un personnage différent de la politique française. Ce n'est pas un technocrate. Il était chef d'entreprise de la société Ricard, numéro 2 de cette société. Il s'est fait de C'est assez rare lui-même. dans le monde politique. Il avait des réseaux, bien évidemment, des réseaux politiques, des réseaux différents. Donc, un homme politique complètement différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui, qui n'a pas été élevé dans le moule de certaines écoles, qui n'a pas été élevé dans le moule de certaines façons de penser. Et donc, Charles Pasqua, rien que pour cela, sera un homme politique différent, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. On n'a pas évoqué l'aspect corse du personnage. Hein, on évoquait les affaires et parfois lorsqu'il était en difficulté ou lorsqu'il voulait garder une certaine discrétion, eh bien, il parlait corse avec ses interlocuteurs, aux grandes dames des autres d'ailleurs. Ouais, et moi, souvent, quand je le rencontrais, Charles Pasqua, pour des interviews, il chantonnait en corse. Il racontait des anecdotes en corse. Il avait une certaine familiarité avec nous, ce qui n'empêchait pas quand même d'être un petit peu distant, hein, ne nous prenons pas là-dessus. Simplement, la Corse, c'était son origine, son île, sa famille, ses amis, sa façon de voir aussi différente de la métropole, telle qu'il appelait comme ça. C'est vrai qu'il rappelait que la Corse est une île, elle appartient à la France, mais pour lui, c'était quand même encore un petit peu différent. Et la Corse, c'est là où tout est arrivé, même s'il est né du côté de Grasse. Toute sa famille était restée en Corse. La Corse, pour lui, c'était l'origine, sa façon de penser, sa façon d'être. C'est de là aussi où est né un peu cet accent et toute cette faconde de Charles Pasqua. Voilà, et ce regard qu'on aperçoit là sur l'écran de Charles Pasqua avec cet œil incisif, cet œil également chaleureux, cet œil humain qui a caractérisé un petit peu le personnage au cours de sa très longue carrière politique entamée, vous l'avez rappelé, Michael, en 1943, où à 16 ans il rentre dans la résistance. Une toute dernière question, Michael, des hommes aussi atypiques que Charles Pasqua, ils se font rares aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'une certaine manière une page est tournée dans la manière de faire de la politique, dans la manière de l'incarner, dans la manière de la faire aujourd'hui? La politique devient presque un métier tellement les choses semblent de ce point de vue normalisées. Bien sûr, et certains disent même que c'est un métier d'apparatchik, c'est-à-dire des appareils politiques. Alors c'est vrai que des hommes comme Charles Pasqua, eh bien, on n'en verra peut-être plus. Ce sera une autre façon de faire de la politique. Espérons quand même qu'avec la modernité de la vie politique, le renouvellement de la vie politique, on verra d'autres personnes arriver qui seront certainement différents, mais qui auront aussi une vue différente de faire de la politique. Et ça, c'est quand même très important pour notre République. Merci beaucoup, Michael Zamès, d'avoir été avec nous ce matin pour commenter ces funérailles, ces obsèques de l'ancien ministre de l'Intérieur, de l'ancien sénateur Charles Pasqua, je vous le rappelle, qui sera inhumé dans le caveau familial de sa région natale, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, dès lundi. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la suite de nos programmes sur la chaîne parlementaire, la suite de nos programmes sur Public Sénat.